considère pas une victime. Vraiment pas. Allongez-vous sur le divan, entrez avec moi dans le bureau du psychologue, là où on partage pas mal ce qu'on a de plus intime avec un autre être humain. Ce soir, un sujet assez délicat, les relations amoureuses qui se développent en thérapie. Il a fait la plainte à partir des extraits volés de mon journal. C'est ma vie intime, là. C'est très difficile à recevoir. Une femme tombe amoureuse de son psychologue. Ils mettent fin à la relation professionnelle, mais plus tard, ils vont devenir un couple. Et le syndic de l'Ordre des psychologues a décidé de sévir en se servant du journal intime de la femme qui avait été volé par son ex-conjoint. Il n'y a pas de limite pour un syndic, et ça, à mon avis, ça devait en être une. Notre équipe s'est demandé si le syndic de l'Ordre des psychologues n'a pas été trop loin en poursuivant l'objectif tout à fait légitime de prévenir les inconduites sexuelles. Bienvenue à Enquête. Il y a 5 ans, cette femme a consulté un psychologue pendant quelques mois. L'Ordre des psychologues considère aujourd'hui qu'elle a été victime de son thérapeute. Mais je me considère pas comme une victime, donc je considère que je peux parler de ce qui m'est arrivé. Elle a contacté Radio-Canada parce qu'elle estime que son histoire est d'intérêt public. Nous n'avons pas le droit de l'identifier. Une ordonnance de non-publication nous en empêche. Récemment, elle s'est adressée à l'Ordre des psychologues. Elle a demandé l'autorisation de raconter sa propre histoire sans devoir se cacher. Pensez-vous que vous allez pouvoir nous parler à visage découvert? Je l'espère vraiment. La décision a été rendue jeudi dernier. Le Conseil de discipline nous ordonne de cacher l'identité de cette femme, contre son gré. Nous vous expliquerons pourquoi plus tard dans l'émission. Ce qu'elle aimerait vous raconter, c'est son histoire d'amour avec son ex-psychologue et ses conséquences. C'est un sujet délicat. Au Québec, comme dans la plupart des sociétés occidentales, les relations sexuelles, amoureuses ou même amicales entre un professionnel et son client sont sévèrement sanctionnées. Depuis 2017, on ne plaisante plus avec les inconduites sexuelles au Québec. 5 ans de radiation minimum pour les professionnels reconnus coupables d'abus. Mais qu'est-ce qu'un abus sexuel dans une relation professionnelle? La réponse se trouve dans l'article 59.1 du Code des professions du Québec. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession, le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles. De toutes les professions, ce sont les psychologues, devant les médecins et les infirmières, qui sont le plus souvent radiés pour inconduite sexuelle. Nous en avons dénombré 42 dans les 10 dernières années. Parmi eux, des psychologues qui abusent à répétition de leurs clientes, comme celui-ci qui a proposé à 2 mineurs de les initier à la sexualité dans son bureau, ou celui-là qui facturait ses relations intimes à sa cliente vulnérable. Mais aussi des cas plus complexes et plus ambigus qui font réfléchir sur la justice disciplinaire et les sanctions qui l'accompagnent. Nous allons vous exposer 2 de ces histoires et poser la question. Dans sa volonté de protéger le public, l'Ordre des psychologues va-t-il parfois trop loin pour réglementer les sentiments humains? Qu'est-ce que ça fait de rentrer ici, M. Faubert? Mais ça a changé beaucoup. Ça a changé de couleur. Il y a de l'écho, c'est vide. Ça m'émeut. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici. Et depuis 25 ans.
Donc, c'est ici que vous l'avez rencontré la première fois? En personne, oui. Je l'avais déjà rencontré visuellement par intermédiaire de vidéoconférences. Mais la première fois ici, oui. C'est arrivé pendant la pandémie. C'était difficile de trouver quelqu'un qui était disponible pour nous rencontrer. Donc, je me suis trouvée très chanceuse et on s'est bien entendu. J'aimais beaucoup son approche, son écoute, la façon qu'il interagissait et tout. J'étais avec elle comme j'étais avec tout le monde. Je dirais même comme je suis avec vous maintenant. Pour Adèle, comme pour tant d'autres, la pandémie est une période de remise en question. C'était comme une tempête un peu aussi. Hein? J'ai consulté parce que je me sentais plus bien où j'étais. Je remettais en question beaucoup de choses, entre autres mon couple. Je sentais que je voulais vivre ma vie autrement. Oui, les rencontres étaient semblables à toutes les autres rencontres que j'ai eues et qui, progressivement, permet aux personnes de s'ouvrir parce qu'il faut créer un climat de confiance. Il y a une alliance qui se développe et donc une certaine intimité. Les consultations durent 4 mois. J'ai comme réalisé à un moment donné, en sortant d'une séance, j'ai fait hey, je pense que j'ai des sentiments pour lui. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé, mais doucement. C'était pas un but dans ma vie. Qui a déclaré ses sentiments à l'autre en premier? C'est moi. C'est moi, parce que M. Faubert m'avait dit on garde rien sous le tapis si, tu sais, c'est tout se dit, là. Donc, j'ai beaucoup hésité. Mais là, je m'étais rappelé ces paroles-là et je me suis dit, ben là, je suis là pour ça, donc on va en parler. Après qu'elle m'a déclaré ça, j'ai senti qu'il fallait cesser cette relation. Et donc, on a eu une autre rencontre après, un peu pour clôturer la démarche. Pendant la thérapie, là, jamais qu'il y a eu de gestes ou de mots déplacés à mon égard. Jamais. Tout a été fait totalement dans le respect, là. Une cliente qui développe des sentiments amoureux pour son psychologue, ça arrive plus souvent qu'on pense. Ça s'appelle le transfert. Le transfert d'un client en psychothérapie, c'est quelqu'un qui déplace sur la personne du thérapeute des relations problématiques ou heureuses. Et lorsqu'il y a des passions amoureuses, c'est là où ça prend plus d'expérience ou plus de formation pour être capable d'y faire face avec tact et sans répondre en tombant amoureux soi-même, qui est le problème, malheureusement, qui existe à l'occasion. C'est exactement ce qui s'est produit avec Pierre Faubert. Le psychologue note un contre-transfert dans son dossier, ce qui veut dire qu'il se sent lui aussi tombé amoureux. Oui, il y a eu quelque chose là, qui s'est passé. Et ça m'a beaucoup affecté. Pourquoi ça m'a affecté? Parce qu'elle était une personne très ouverte, très spontanée et vivante. Lorsque ça devient ingérable, souvent, c'est parce que le thérapeute lui-même est dépassé ou vit une période difficile dans sa vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on recommande? C'est assez systématique, c'est d'aller consulter un collègue, d'aller essayer d'objectiver tout ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui aurait dû se passer à ce moment-là? Dans cette période-là, j'aurais eu besoin de consulter probablement, mais je ne l'ai pas fait. Moi, j'admets ce côté-là. C'est un manquement. Il n'aurait jamais dû avoir d'autres rencontres. Ça aurait dû finir là, et puis qu'elle poursuive sa vie, puis moi la mienne, et puis c'est ça. On avait décidé de plus se voir, donc puis Pierre m'avait dit on se voit plus, c'est pas possible. Donc on a fait ça pendant un bout de temps. Finalement, on a repris contact. C'est le psychologue qui lui écrit d'abord par courriel pour demander de ses nouvelles. On a encore arrêté de se voir, on a repris contact encore, mais c'était au niveau amical, là. Il n'y avait pas de relation amoureuse à proprement dit. Donc, les sentiments étaient là. Oui, les sentiments étaient là, mais c'était vraiment plus... on discutait ensemble, on est allé prendre des marches. Puis, à un moment donné, ben c'est ça a juste été de soi. On avait envie d'être ensemble, on s'entendait bien. Donc, ça s'est poursuivi après ça, naturellement. Puis, on a fini par devenir un couple environ 5-6 mois après la fin de la thérapie. Fin mai 2022,
Pierre Faubert apprend qu'il fait l'objet d'une plainte à l'Ordre des psychologues. La mission de l'Ordre, c'est de protéger le public. Et celui qui est chargé d'enquêter sur les plaintes du public, c'est le syndic. Son devoir de réserve l'empêche de répondre à nos questions. Mais une des questions qui l'intéresse, lui, c'est quand. Quand la relation professionnelle entre Pierre et Adèle a-t-elle pris fin? On pourrait penser que c'est tout de suite après la dernière consultation. Mais ce n'est pas si simple. À la fin de la consultation, on peut dire, bon, on ne se revoit plus, on ne fera plus le processus qu'on fait actuellement. Par contre, le transfert va persister pendant un certain temps. Et là, on pourrait entrer dans une zone où c'est moins sain, absolument. Ce qui nous amène à la question à 100 000 $. À quel moment un professionnel peut-il éthiquement fréquenter son ex-cliente? Si j'avais une poule de cristal, j'adorerais pouvoir vous donner une réponse précise. Puis je pense que souvent, on parle de 12 mois, mais même ce 12 mois-là n'est pas figé dans le béton. En Ontario, c'est figé dans le béton. Un psychologue doit attendre au moins 5 ans avant qu'une relation intime soit possible. Mais ailleurs, ce n'est pas très clair. Moi, je le sais pas. Les tribunaux non plus. On le sait pas. Il y a eu des débats interminables sur la durée de la relation professionnelle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Pascal Turbide. Je vous appelle parce que je viens juste de finir de lire une décision disciplinaire qui vous concerne. Cette décision, elle se prononce sur la relation entre Jacques et Sophie, le deuxième couple de notre reportage. Jacques pratique toujours comme psychologue et c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de cacher leur identité. Sophie a fait appel au service de Jacques parce que son conjoint venait de mourir et que ces deux jeunes avaient besoin d'aide pour faire leur deuil. Les deux enfants consultent Jacques pendant 7 mois. Souvent, je les voyais en duo ou toutes seules, dépendant du moment et de ce qui se passait dans leur vie. Jacques, il était comment avec vos enfants? Je suis obligée de vous dire qu'il était excellent. Précis, droit, direct, aidant, supportant, humain, compréhensif. Puis c'est tout ce qu'on a besoin dans ce temps-là. Est-ce qu'il vous a fait des avances ou des propositions à ce moment-là? Jamais, d'aucune façon. C'est quelqu'un qui a toujours été avenant, qui a toujours été protecteur de ses clients. Jamais que je me suis sentie mal à l'aise en sa présence. 16 mois après la fin de la thérapie de ses deux fils, Sophie croise Jacques par hasard en faisant son jogging. Pour nous autres, là, c'était tellement naturel. C'était une belle rencontre. Sophie est une personne extrêmement intelligente, sensée. Tout le temps en faisant très attention parce que lui avait aussi des enfants. Moi, j'en avais aussi qui étaient en bas âge. On y allait vraiment très tranquillement, très tranquillement. À ce moment-là, là, pour moi, là, il n'y avait aucun problème. Parce que c'est une adulte, je suis un adulte. Les deux, on était consentants et aucun doute dans mon esprit que je commettais une faute. Jacques et Sophie sont mariés depuis 1 an et demi lorsque le syndic de l'Ordre des psychologues dépose une plainte contre Jacques. Mais lorsque vous avez commencé votre relation avec Jacques, avez-vous pensé que ça pouvait entraîner le genre de conséquences que ça a entraîné? Jamais. Avec l'Ordre des psychologues? Jamais. Sinon, là, jamais que j'aurais été là. La question que le couple se pose et que vous vous posez peut-être aussi, c'est qui? Qui a déposé la plainte? Ça peut être n'importe qui peut faire une dénonciation au bureau du syndic. Ça peut être un ex-conjoint, ça peut être une voisine, ça peut être... c'est n'importe qui. Maître Chantal Perrault sait de quoi elle parle. Elle a tout fait en droit disciplinaire. Syndic, avocate et même présidente de conseil de discipline. La protection du public vise toutes les personnes qui peuvent être affectées par une infraction déontologique. C'est pas parce que la personne avec qui vous êtes en relation, elle est heureuse de la situation, elle est contente, elle n'a pas de problème, que vous n'aurez pas de problème. Bien entendu, ce n'est pas Sophie qui s'est plainte du comportement de l'homme qu'elle venait tout juste d'épouser. Alors, Qui avait fait la plainte? Mon ex-conjointe.
Vous étiez la cliente de Pierre Faubert, Oui. mais c'est pas vous qui avez déposé la plainte? Non, c'est mon ex-mari. Nous avons révisé toutes les décisions disciplinaires de l'Ordre des psychologues en matière d'inconduite sexuelle depuis 10 ans. Dans un cas sur 4, c'est l'ex-conjoint qui réclame une enquête auprès du syndic. L'ex du psychologue ou plus souvent, celui de la cliente. Au retour, on se demande si le syndic peut décider à la place d'une femme qu'elle est vulnérable. Je suis pas une victime, j'ai pas besoin d'être défendue. Fait que si l'ordre est pour ça, je sais même pas pourquoi qu'on est embarqué dans ce processus-là, parce que j'avais pas à être défendue de rien. Le sujet ici, c'est pas de dire que c'est correct pour un professionnel de la santé d'entretenir une relation amoureuse avec une personne qui reçoit des soins. Le sens de notre reportage, c'est plutôt de se demander si, au nom de la lutte contre les inconduites sexuelles, un but tout à fait noble et légitime, le syndic de l'Ordre des psychologues n'est pas en train de servir d'outil de vengeance pour des ex-conjoints. Et dans certains cas, il y avait des médecins qui avaient eu des relations avec plusieurs patients en état de détresse. Ça se passait dans le bureau. Ça se passait dans le bureau, ça se passait à toutes sortes d'endroits, et des cas pour lesquels il y avait une supposée tolérance zéro. Avant qu'on vous explique ce que le journaliste Yves Boisvert vient faire dans cette histoire, voici un peu de contexte. Au Québec, chaque profession a son propre code de déontologie. Au-dessus de tout ça se trouve une loi qui les chapeaute tous, le Code des professions. Le fameux article 59.1, celui qui interdit les relations sexuelles avec des clients, s'applique donc à toutes les professions depuis 30 ans. Mais jusqu'en 2017, aucune peine, aucune sanction minimale n'était prévue pour ces infractions. Et c'est ça qui nous ramène à Yves Boisvert. On est au début des années 2010 et je me mets à passer en revue les décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins en matière d'inconduite sexuelle. Et là, je suis abasourdi parce que je découvre que c'était une série, 10, 15 décisions qui fonctionnent toujours sur le même schéma, c'est-à-dire le professionnel reconnaît sa faute et en échange de ça, il a une sanction minime, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour des infractions déontologiques qui sont décrites comme étant extrêmement graves. Et je me rends compte que, d'abord, c'est pas tolérance zéro du tout, c'est le contraire, c'est la complaisance absolue. Yves Boisvert a surtout dénoncé la complaisance envers les médecins. Mais chez les psychologues, c'était la même chose. Les sanctions dépassaient rarement quelques mois. En 2017, le gouvernement libéral met le Québec à niveau et impose une radiation de 5 ans pour inconduite sexuelle. L'effet est immédiat. Plus de 60 des professionnels sont maintenant radiés pour 5 ans et plus. Plusieurs le sont pour 3 et 4 ans. 1er juin 2022, Pierre Faubert va rencontrer la syndic de l'Ordre des psychologues pour la première fois de sa carrière. Il est soupçonné d'avoir déshonoré sa profession en amorçant une relation amoureuse avec son ex-cliente. Je me suis livré totalement à la démarche. Tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, je l'ai fait. J'ai été candide avec eux, j'ai été transparent avec eux, j'ai été très honnête avec eux, j'ai tout dit. Moi, je pensais que je suis à l'Ordre des psychologues. Je suis pas à un tribunal qui veut me descendre. Moi, je pensais que j'étais en territoire amical, entre guillemets. Mais c'était pas le cas. Pierre se présente sans avocat, comme son syndic le lui avait proposé. Le syndic de Jacques lui offre la même chose. Bien, t'as pas besoin d'avocat. On va juste se rencontrer. Tu vas voir, il n'y aura pas de problème. Mais il décide d'arriver armé. J'avais des assurances, je les ai appelés. Les autres m'ont recommandé tout à fait le contraire. Vous ne vous présentez jamais sans votre avocat. Ils m'ont nommé un avocat, puis là, je me suis présenté à toutes les rencontres avec lui. Ça m'a sauvé la vie. Ça vous a sauvé la vie? Oui.
Cet avocat, le voici. Mon premier souvenir, c'est que c'était un gars qui était profondément affecté, profondément perturbé. Et c'était un bon père de famille et ça l'a complètement déstabilisé. Robert Brunet, 50 ans d'une carrière presque exclusivement consacrée aux droits disciplinaires. Il défend surtout des professionnels, mais parfois aussi des accusés aux criminels. Si on compare un accusé au criminel et un intimé devant son ordre professionnel. Oui, j'aimerais mieux le défendre aux criminels. Pourquoi? Plus de droits. Lequel a plus de droits? Ben, c'est celui qui est accusé au criminel. Par exemple, l'accusé au criminel a le droit absolu de ne pas répondre aux questions. Mais le professionnel, comme Pierre Faubert, doit collaborer avec le syndic, quitte à s'incriminer lui-même. Qu'est-ce qui justifie qu'un professionnel n'a pas le droit au silence alors qu'un accusé au criminel a le droit de ne rien dire? C'est une loi, hein? Le code de déontologie, c'est une loi. Puis c'est prévu dans votre code de déontologie que vous devez collaborer avec votre syndic qui, lui, a la mission de faire enquête. Fait que pour faire enquête, il faut qu'il pose des questions. Puis vous devez lui répondre. Bien sûr, un professionnel a des droits, mais c'est un privilège d'exercer une profession. C'est pas un droit fondamental. Personne n'a le droit fondamental d'être un optométriste ou un arpenteur géomètre. Oui, je comprends que vous avez un devoir de protéger le public, mais vous n'avez pas le devoir de faire sentir les psychologues comme les moins que rien, surtout quand ils n'ont rien commis. Et je me souviendrai toujours qu'ils voulaient me faire avouer des choses. Il y a eu plusieurs rencontres, puis à un moment donné, je me suis choqué. Je me suis levé, j'ai dit « c'est terminé ». J'ai dit « à partir de maintenant, on arrête ça, amenez-moi devant le tribunal ». Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, fais ce que t'as à faire. Ça voulait dire quoi, ça? Ben, vas-y, organise-toi pour sauver ta peau, la mienne et celle de tout le monde autour, parce que là, on était comme engouffrés par un monstre qu'on contrôle pas. Je suis pas une victime, j'ai pas besoin d'être défendue. Fait que si l'ordre est pour ça, je sais même pas pourquoi qu'on est embarqué dans ce processus-là, parce que j'avais pas à être défendue de rien. Pourtant, la décision du Conseil de discipline décrit Sophie comme une personne fragile dans une situation vulnérable. C'est l'opinion de l'experte retenue par le syndic. L'experte du syndic, puis elle dit que vous êtes une personne vulnérable à cause du décès de votre époux. Moi, j'ai jamais rencontré cette personne-là. Je suis vulnérable encore aujourd'hui, des années après. À des moments, oui. Mais est-ce que je suis une personne vulnérable? Non. Fait que non. Elle a prétendu ça. C'est dans la décision. Probablement qu'ils savent que c'est des mots qui lui ont été rapportés, mais jamais s'est assise devant moi pour me demander comment j'étais ou comment j'allais ou qu'est-ce qu'il en était. Sophie n'a jamais rencontré l'experte du syndic, ni le syndic d'ailleurs. Il ne l'a pas convoquée pour son enquête. Adèle, de son côté, n'a pas le choix de se présenter devant l'Ordre des psychologues. Quand vous êtes arrivé là, au départ, qu'est-ce que le syndic vous pose comme question? On pose des questions au sujet de ma relation avec mon mari, pourquoi j'avais consulté, si j'avais eu des relations sexuelles. On m'a demandé si j'avais embrassé mon psychologue, comment ça s'était passé la fin de la thérapie, qu'est-ce qui s'était passé en thérapie. Donc vraiment, on ratisse large là, à ce moment-là. C'est alors que le syndic lui présente un document troublant. Et à la fin, bien, on me présente des extraits de mon journal. Donc, moi, je tenais, pendant que j'étais en thérapie, un journal. On me présente des extraits photocopiés de mon journal. De quel journal? De votre journal intime? Un journal intime. Bien, en fait, c'est un journal dans lequel je relatais tout et rien, là, toutes mes pensées et tout ça. Là. Donc, on me présente des extraits de mon journal. Mais comment ça se fait que le syndic avait en main des pages de votre journal intime? Parce que mon ex-mari avait volé mon journal. Il a fait la plainte à partir des extraits volés de mon journal. C'est terrible, parce que là, on se dit, ces gens-là, là, ils ont eu accès à une partie de ma vie intime. Là. C'est très difficile à recevoir. Une des raisons pour lesquelles vous nous avez appelés ici à Enquête, ouais, c'est que vous vous posez des questions, en fait, sur la légitimité de ce que le syndic a fait. Ouais. C'était quoi les questions qui vous venaient en tête quand vous êtes sortis de là? Là, je me suis dit, ça n'a pas de sens, ça. Pourquoi eux ont le droit d'utiliser une telle preuve? Parce que la loi confère de larges pouvoirs au syndic.
ce qui lui permet, en principe, de recueillir tous les documents pour vérifier si une faute a été commise. Il n'y a pas de limite pour un syndic, et ça, à mon avis, ça devait en être une. Bien, déjà, au départ, un journal intime, c'est une chose qui est très, très, très personnelle. Et même s'il est le syndic, ça lui donne aucun droit de piger dans le journal personnel de quiconque qui n'est pas impliqué. Même en droit civil, c'est très contestable, ça, parce que là, il y a une violation de la vie privée. J'avoue que c'est assez spectaculaire comme manœuvre de le faire à l'insu de la personne et surtout pour lui faire dire ce qu'elle ne reconnaît pas être son état, c'est-à-dire vous êtes une victime, même si vous ne le pensez pas. L'enquête du syndic est terminée, la date du procès est fixée. Le 13 novembre 2023, Adèle reçoit la visite d'un huissier à la maison. Il est muni d'un subpénat. Ça, c'est le document que j'ai reçu du huissier quand il est venu me le porter. C'était la citation à comparaître. Elle est sommée de se présenter avec son journal intime au procès disciplinaire de celui qui est aujourd'hui son conjoint. Pour Sophie, le syndic utilise les mêmes méthodes. Le huissier il est venu me porter un subpénat, puis ce subpénat-là, ben c'était le syndic qui me demandait d'être témoin. En fait, qui me le demandait pas. Quand tu reçois un subpénat, tu y vas. Et j'étais leur témoin. Comment vous êtes sentie à ce moment-là? Humiliée. Humiliée, puis il n'y a pas de sens dans ça, là. Moi, je deviens le témoin contre mon conjoint. C'est très infantilisant, là. J'ai aucun pouvoir, aucun contrôle sur la situation. C'est pas moi qui ai fait la plainte. Mon ex-mari qui fait la plainte, le syndic qui s'en occupe en son nom. Moi, je suis juste un témoin, donc voilà. C'est aussi l'ex-conjoint d'Adèle qui s'est opposé à ce qu'elle puisse nous parler à visage découvert. L'Ordre des psychologues a appuyé sa requête pour protéger les demandeurs d'enquête. Votre voix, elle est où là-dedans? Je sais pas ma voix, elle est où, parce que moi, tout le long, là, j'ai voulu... À chaque fois qu'on m'a demandé de collaborer, je l'ai fait de plein gré, de bonne foi, mais j'ai jamais senti qu'on avait tenu compte de mon opinion ou de ce que j'avais vécu. Et c'est quand même ironique, parce qu'on s'adresse à des psychologues. C'est au conseil de discipline que tout va se décider. Coupable ou non coupable? Et à quel coût? Au retour, Tu sais, le manipulateur, prédateur qui prépare sa victime pour pouvoir la coincer puis avoir des relations sexuelles avec elle. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. après l'enquête vient le procès en matière disciplinaire et les deux femmes vont être forcées de témoigner contre leur conjoint. La première fois que je me suis présentée à l'ordre, c'est quand j'ai été obligée d'aller témoigner en décembre. J'étais dans un petit bureau à part, puis j'ai été assise là. À ma gauche, était la partie du syndic, puis à ma droite était l'avocat de mon conjoint, puis mon conjoint qui était assis là. Je vous dirais pas qu'ils m'ont demandé la première fois qu'on a couché ensemble, là, mais embrassé, il me semble qu'on a parlé la date, la première fois qu'on s'est vu, les circonstances. Elle posait des questions un peu détournées à gauche et à droite pour essayer que je me mêle dans ce que je disais, mais je disais la vérité, mais... Sophie a bien décrit le conseil de discipline, une sorte de procès. D'un côté, le syndic avec son avocat, de l'autre, le professionnel accusé avec lui aussi son avocat. Au milieu, 2 psychologues et un autre avocat qui devront trancher. Y a-t-il eu, oui ou non, abus de la relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles? Vous avez plaidé coupable à quelques chefs d'accusation. Oui. Pierre Faubert a reconnu avoir mal géré les enjeux de transfert amoureux de sa cliente et aussi d'avoir permis que s'installe une relation intime avec elle. Mais il rejette avec force l'accusation d'abus. La notion d'abus, pour moi, c'est un geste qui est volontaire et qui est intentionnel. Quelqu'un qui ferait ça, non? Ben, il mérite d'être pas radié 4 ans ou 5 ans, il mérite d'être radié à vie.
Mais c'est pas mon cas. Alors, c'est pour ça que je ne reconnaîtrai jamais ça jusqu'à ma mort. Tu sais, le manipulateur, prédateur qui prépare sa victime pour pouvoir la coincer puis avoir des relations sexuelles avec elle, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. En ce qui concerne Jacques, les procédures dans son dossier ont duré 5 ans. Et lui n'a rien reconnu du tout. Je ne pense pas que M. Faubert, je ne pense pas que moi, on ait abusé de quelqu'un. Pas du tout. C'est ça le problème. C'est qu'eux nous accusent de ça. Mais au cours de ma carrière, là, j'ai aucune plainte à ce sujet-là. Auriez-vous préféré qu'il plaide coupable? À quoi? Juste pour que ça s'en aille? Jamais. Jamais. Lorsqu'elle a lu la décision du Conseil, Adèle ne s'est pas reconnue. Et c'est comme s'il m'avait rentré dans un moule, en fait, pour que ça fitte avec ce qu'eux, normalement, ils vont chercher. T'sais, donc, une victime, quelqu'un de fragile. Mais moi, je trouve pas que c'est moi. Est-ce que c'est possible que vous avez été une victime sans le savoir, sans vous en rendre compte, même aujourd'hui? J'ai fouillé longtemps. Je veux dire, tu sais, moi, comme je vous dis, je suis retournée en thérapie. J'en ai parlé. J'ai vraiment exploré beaucoup. J'ai tout relu, les textes aussi. J'ai lu le jugement. J'ai tout lu ça. Je veux dire, je suis capable de me remettre en question aussi, mais je me considère pas une victime. Vraiment pas. Dans sa décision, le Conseil de discipline détermine qu'Adèle veut protéger son psychologue. Et il va encore plus loin. C'est écrit qu'à cause de cette relation amoureuse-là, ouvrez les guillemets, il pourrait être difficile pour la cliente de renouveler sa confiance envers un thérapeute, un autre thérapeute, autrement dit. Moi, ça m'a pas empêché d'aller consulter. Mais une chose, par exemple, tous mes dossiers ont été consultés, mon journal intime a été consulté. Ils ont eu accès à tout, et ça, sans même me le demander. Là. J'ai jamais eu droit de regard là-dessus à aucun moment. Donc, j'ai confiance au thérapeute, mais je ne fais plus confiance à l'ordre du tout. L'abus, là, c'est là que je trouve qu'il y a eu lieu. Il vaut peut-être la peine de se poser la question. En 2017, est-ce que le gouvernement a réfléchi à des cas comme Pierre et Adèle avant d'imposer des peines minimales de 5 ans? Il semble que oui. Il pourrait survenir dans des cas professionnels où des professionnels entretiennent une relation qui se termine par une relation de couple saine et normale. En fait, la proposition vise à trouver un juste équilibre entre des circonstances qui sont clairement et nettement inacceptables et les relations humaines qui parfois se développent dans un contexte professionnel. Pourtant, la relation de couple saine et normale n'est presque jamais retenue comme facteur atténuant dans les décisions disciplinaires. Vous savez, moi, j'ai des dossiers où c'est des gens qui ont vécu les plus belles histoires d'amour que vous pouvez vivre. Il y a quoi l'inacceptable? Il y a juste le fait qu'ils n'avaient pas le droit parce qu'il y en a un qui était béni par son code de déontologie. Puis comme les nuances ne sont pas faites ou pas faciles à faire, ça rend tous les professionnels vulnérables. La relation amoureuse véritable doit être considérée. Si on est marié avec 3 enfants, avec la personne, puis que c'est une relation stable où il y a un amour véritable, je vois pas comment on pourrait ne pas en tenir compte. Le syndic n'a pas tenu compte de la relation amoureuse durable de Jacques et Sophie, même s'ils étaient mariés. Ce qui a pesé dans la balance, c'est autre chose. Est-ce que Sophie assistait aux consultations? Non, du tout. Souvent, c'était même pas elle qui venait les reconduire. C'était ses membres de sa famille qui venaient reconduire les enfants. Donc, elle n'assistait pas. Donc, en gros... Elle payait. Elle payait les rencontres. Et pour l'ordre, si tu payes les rencontres, eux, ils considèrent que c'est un client. Vous avez bien entendu. Sophie n'avait jamais été en relation thérapeutique avec Jacques. En fait, elle consultait même sa propre psychologue.
ce qu'elle a révélé en pleine salle de tribunal. J'étais pas la cliente. Ils n'ont jamais questionné là-dessus. C'est moi qui leur ai annoncé. Vous souvenez-vous de la réaction au conseil de discipline quand vous avez nommé ça? Elle a arrêté de parler. Elle a arrêté de parler. Qui ça? L'avocate. Tout avait été dit. Ouais. Au retour, est-ce qu'il faut un code de discipline pour ceux qui font la discipline? Moi, je me considère pas une victime d'un abus, mais on me dit que j'ai été victime d'un abus. Après 5 ans de procédure, le conseil de discipline n'a d'autre choix que de reconnaître Jacques non coupable d'avoir abusé de sa relation professionnelle avec sa propre femme. Quant à Pierre Faubert... À quoi vous vous attendiez comme sanction? Bien, je pensais à quelque chose de 6 mois, quelque chose de plus potable. Et vous avez eu combien? 4 ans. Dans sa décision, le Conseil indique que, malgré ses longues années d'expérience professionnelle et le fait qu'il est conscient que sa cliente est en pleine crise conjugale, l'intimé continue à voir Madame professionnellement et profite de ses sentiments amoureux. L'acte d'abus ne doit pas être nécessairement sexuel, il peut être intellectuel et psychologique tant que la preuve est faite qu'il mène à des gestes à caractère sexuel. Pierre Faubert est déclaré coupable. À 75 ans, sa carrière est terminée. Qui va embaucher ou qui va vouloir travailler avec une personne reconnue coupable d'inconduite sexuelle? Aujourd'hui, là, c'est presque pire qu'un meurtre. C'est triste de voir ça, mais en même temps, je sais que ce bureau-là va servir à d'autres psychologues. Mais ce local-là, vous n'étiez pas prêt à le quitter? Non, c'était pas dans mes plans. Mais là, vous avez été acquitté. Oui. Est-ce que c'est pas la preuve que le système fonctionne? Non, j'ai été acquitté parce que je pouvais me défendre, parce que j'ai pu avoir un avocat. Mais sans rien de ça, là, j'étais mal pris, là. Puis c'est pas la vérité qui aurait ressorti. Ça aurait été le manque d'argent qui m'aurait amené à plaider coupable ou à dire « OK, j'abandonne ». Et c'est ça qui est malheureux. Se défendre aura coûté plusieurs centaines de milliers de dollars, remboursés en grande partie par l'assurance qu'il avait contractée. Si j'avais pas eu ça, je serais ruiné totalement. Totalement. C'est les frais qui encourent une plainte comme ça, puis j'aurais pas pu survivre à ça, ça aurait été impossible. Moi, c'était la meilleure décision de ma vie que j'ai prise, de me prendre une assurance. Les clients que j'ai défendus en droit disciplinaire, c'était des gens qui étaient plus fortunés ou qui avaient de l'aide de quelqu'un ou une assurance. Autrement, oubliez ça. C'est impossible. Impossible de défendre quelqu'un sur un dossier disciplinaire si financièrement il n'est pas là. Le rôle du syndic dans le système professionnel au Québec est très important parce que c'est lui, en dernière ligne, qui va s'assurer que les psychologues agissent correctement, en tout respect de la loi et de la déontologie, envers leurs clients. Nous aurions voulu vous relayer le point de vue des syndics de l'Ordre des psychologues sur ces deux causes. Leur devoir de réserve les en empêche. Si Jacques, Sophie, Pierre ou Adèle avaient voulu se plaindre du travail des syndics, de toute façon, ils n'auraient pas pu. Qui surveille le travail des syndics? Ils n'ont pas de code de déontologie, ils n'ont pas d'organisme de surveillance, il n'y a pas d'endroit pour faire des plaintes contre les syndics. Tant que les syndics n'auront pas un code de déontologie, tant que les syndics ne seront pas contrôlés, à ce moment-là, la situation ne changera pas. Parce que la journée où un syndic va avoir un code de déontologie, là, il va se tenir les fesses plus serrées. C'est le cas en Ontario, où les syndics sont déjà soumis à des règles déontologiques. Au Québec, un projet de code serait actuellement dans les cartons de la ministre Sonia Lebel.
De toutes parts, on invite les syndics à la prudence. Donc, 5 ans, est-ce que c'est justifié parfois? Oui. Parfois, ça devrait être 10 ans ou la radiation à vie. Mais si le balancier est allé trop loin, il faut le ramener et insister pour que les syndics exercent leur jugement et qu'on ne mette pas dans le même sac des viols à répétition avec plusieurs victimes et une relation intime qui arrive après la fin d'une relation professionnelle. Mais je suis pas contre le 5 ans parce que, justement, il y a des gens qui s'y font des trucs horribles. Donc, je m'oppose pas à ça. C'est que j'aimerais qu'il y ait de la nuance, moi. Tu sais, on parle beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à se faire entendre quand elles vivent du harcèlement. Des femmes qui subissent de la violence conjugale. Mais moi, c'est le contraire que j'ai vécu. Donc, moi, je me considère pas une victime d'un abus, mais on me dit que j'ai été victime d'un abus. Donc, tu sais, c'est pour ça que je le fais aussi, pour qu'on voit un autre côté de la médaille. Avec le recul, je referais la même chose. Parce que c'est une personne exceptionnelle, je suis bien, donc ça m'a juste démontré que j'avais fait le bon choix. Ça épuise. J'ai vu mon chum souvent, longtemps, faire des démarches, trouver des papiers, prouver des choses. Garder le cap tout le temps, parce que, je le répète, c'est très lourd. Puis j'ai cet état-là, plusieurs années après. J'ai accepté de le faire une fois. Après ça, je ne veux plus en entendre parler. Terminé. On s'entend bien, on a une belle relation. Je peux pas vous cacher, par exemple, que ça n'a pas été difficile les dernières années. Ça a été extrêmement difficile. Mais je pense qu'on se connaît mieux et je pense qu'on est un couple quand même solide. Je ne sais pas l'avenir, là. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui sait, mais on est encore ensemble, puis je l'aime. Je pense que j'aurais manifesté plus d'amour, peut-être d'une certaine façon, en lui disant « on attend ». Tu sais. Ce que j'ai pas fait. Mais c'est une belle personne et... ouais. Je sais déjà que le reportage de la semaine prochaine va vous toucher dans vos habitudes quotidiennes. On y a repéré quelques centaines de cosmétiques contenant des PFAS interdits. S'empoisonner et souvent à notre insu. Plusieurs PFAS décelés dans les produits cosmétiques n'apparaissent même pas sur la liste des ingrédients. On vous parle des contaminants dans les cosmétiques et dans le maquillage en particulier. C'est tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.